Et on dit souvent l'idée c'est secondaire. Non. Vraiment l'idée c'est vraiment les premiers rails sur lesquels on se met. J'ai vu des équipes fantastiques avancer trop lentement sur en fait des idées qui n'étaient pas porteuses et en fait on peut pas le savoir avant de commencer. Mais donc l'idée c'est super important. Pour la 3e fois, j'ai quitté la boîte avant de la vendre. Pas pour les mêmes raisons que l'Imonétique, mais juste parce que je voyais bien qu'on ne pouvait pas faire une licorne avec Antelope. Quand tu pars avec cette idée que tu vas un jour vendre ta boîte, tu ne crées pas un champion. Et on a besoin en Europe de créer des champions. J'ai adoré mes aventures précédentes, mais Swan, c'est mon plus beau bébé. De loin, c'est vraiment... Alors déjà, c'est la première fois que je suis CEO. Je pense que j'avais un manque de confiance en moi. Je pense que j'avais un truc en moi qui me disait « Ouais, j'ai peut-être pas le charisme. » Finalement, je me suis rendu compte que c'était une force, ouais, exactement. La première fois, on apprend. La 2e fois, on comprend. Découvrez Twice, le podcast sur les entrepreneurs qui, après s'être lancés une première fois, ont été assez fous pour le faire une 2e. Pourquoi repartir de zéro quand on a déjà réussi ? Comment le regard change entre la première et la 2e entreprise ? Quelles sont les leçons qu'on ne peut apprendre qu'en recommençant ? Dans ce podcast, on plonge dans l'esprit de ces entrepreneurs qui, comme moi, ne se sont pas arrêtés à leur première aventure. Des femmes et des hommes qui ont réussi, échoué, appris et surtout recommencé. Je m'appelle Thibaut Elzière et après avoir lancé Photolia et l'avoir vendu à Adobe, je décide de créer en 2011 le startup studio Exa pour lancer plusieurs entreprises en parallèle avec des entrepreneurs exceptionnels. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Benadi, un entrepreneur, un vrai. Il s'est lancé très tôt dans l'aventure. À tout juste 24 ans, il est le témoin privilégié du lancement d'une start-up, et pas n'importe laquelle, Price Minister. Mais il ne s'arrête pas là, c'est le début d'une longue aventure entrepreneuriale pour Nicolas. Il monte ensuite Buldezen, Limonétique, Antelope, et enfin Swan en 2019. Nicolas a revendu ses 4 premières entreprises. La ligne d'arrivée pour beaucoup, mais pour lui, créer une entreprise ambitieuse ne veut pas dire penser à l'exit dès le début. C'est le cas de Swan, une entreprise lancée avec notre startup studio Exa en 2019 et qui est l'une des startups les plus prometteuses d'Europe. Nicolas maîtrise les sujets les plus techniques en fintech, c'est aussi une personnalité unique. Il a le don de fédérer des équipes et de s'entourer des meilleurs. Bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner à Twice. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibaut. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu es un entrepreneur récidiviste et pas qu'une fois, on va peut-être renommer le nom du podcast parce que t'as 5 entreprises que tu as créées, au moins 5 entreprises. C'est la 5e. Ouais, j'ai monté aussi une petite boîte de conseils freelance à un moment, mais ça compte pas ça. Tu vas nous raconter tout ça. On va essayer de faire tenir ça sur l'heure et demie qui nous est consacrée. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très heureux de t'avoir ici, c'est que la dernière boîte, Swan, celle qui prend pas mal de ton temps encore aujourd'hui, tu nous raconteras. On l'a créée ensemble ici chez Exa. Et je suis très fier d'avoir créé cette boîte avec toi. Alors maintenant, on parlera un peu du modèle, on en profitera pour parler un peu du modèle Exa. On n'est plus du tout impliqué, enfin, on n'est plus autant impliqué qu'avant. Mais on a bossé ensemble avec les équipes pendant un an. Pendant un an, ouais, en 2019. En 2019. Donc voilà, écoute, et moi j'ai une question que je me pose souvent et que je me pose souvent à moi-même, une question un peu philosophique sur l'entrepreneuriat. Je me demande tout le temps si c'est inné, si c'est acquis. Et je me suis, j'y réfléchis souvent en ce moment. Je me suis toujours posé la question de quel moment ça avait vraiment commencé chez moi. Et du coup, j'aimerais bien, comme j'ai pas encore répondu à cette question pour moi-même, j'aimerais bien te la poser à toi. À quel moment, pour toi, t'es devenu un entrepreneur ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est acquis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient l'avoir, qui auraient un petit truc inné, mais il faut avoir aussi un petit peu d'acquis. Donc on ne naît pas entrepreneur, on le devient. On le devient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient l'être, mais qui n'ont pas la culture. Moi, ma mère, elle avait un restaurant. Mon père, il était médecin. Et le fait de voir ma mère qui avait un restaurant, elle l'a eu assez tard, quand j'avais peut-être 10-11 ans. Bah oui, c'est un sujet qui m'a intéressé. Le fait qu'elle soit autonome, indépendante, qu'elle décide de sa propre vie, qu'elle soit son propre boss ? Ouais, ou plutôt que tu vois toute l'excitation qu'il peut y avoir autour de ça, autour de toutes les galères aussi qu'il peut y avoir autour de ça. Tout d'un coup, t'as un modèle et je vois, moi parmi mes équipes, je vois parfois des gens brillants. Je dis mais t'as absolument toutes les qualités pour être entrepreneur, mais ils ont absolument pas de modèle familial
pour le devenir. Et donc, il ne se projette pas du tout là-dedans. Donc, je pense que il ne faut pas que avoir un modèle pour devenir entrepreneur. Il y a aussi il faut avoir un petit quelque chose en soi. Mais si on n'a pas de modèle, c'est pas évident. Et c'est marrant, je pense à ça, ça me fait un peu penser tu vois, au sport. Je sais pas, quand tu es champion de ski acrobatique, bah en fait, ouais, t'es effectivement le meilleur du ski acrobatique, mais il y a très 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 peu de gens qui ont essayé de faire du ski acrobatique. Donc t'es le champion finalement d'une toute petite communauté. Quand t'es champion de foot, tous les gamins ont joué au foot. Et si vraiment t'as un talent absolument extraordinaire, tu vas finir en équipe de France, même si t'étais pas si intéressé par le foot initialement. Entrepreneur, je pense quand même que finalement, il y a beaucoup de gens qui le deviennent pas parce qu'ils n'ont pas la culture, en fait, tout simplement, pas le modèle. D'accord. Et le meilleur exemple, c'est mon cofondateur, Nicolas Saison. Je pense qu'il serait jamais devenu entrepreneur si je l'avais pas forcé à le faire. Et c'est une bonne chose ou pas? Il t'en veut, Ah, c'est une bonne question. Non, je l'ai amené ici à l'interroger pour avoir exactement pour avoir son point de vue. Non, je pense qu'il est super content de l'aventure. Nicolas Saison, hein, c'est l'entrepreneur, enfin le fondateur, ton cofondateur dans Swan, mais pas que. Tu nous raconteras, c'est quelqu'un qui t'a suivi pas mal dans ton parcours entrepreneurial. Exactement. Alors pour toi, ça a commencé à quel moment? Si tu reviens un peu dans le temps, dans l'histoire, à quel moment tu penses que tu as eu ce déclic qui fait que tu as décidé de monter une boîte, hein? Je crois qu'il y a un Français sur deux qui veut lancer sa boîte. Finalement, il y en a très 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 peu qui le font. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais clairement ça en école d'ingénieur. Pas forcément avant. Je pense pas que c'était un modèle évident pour moi, mais même en école d'ingénieur, j'aurais bien aimé être chercheur. Je crois que j'ai assez vite compris que j'avais pas le talent pour être chercheur. Il y avait aussi donc le fait de créer une entreprise qui m'intéressait, qui m'obsédait, je vais même dire. C'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je l'aurais fait peut-être 1 an ou 2 après avoir commencé. Il se trouve que je l'ai fait juste après parce que j'ai eu les circonstances pour le faire. Mais j'étais... Donc tu es tombé sur une idée qui s'est révélée à toi et qui a fait que t'en étais obsédé, qu'il fallait à tout prix que du coup... Enfin, que ça a impliqué que tu ailles monter ta boîte pour... J'avais déjà des idées en école d'ingénieur. Je pense que j'avais déjà des idées de création de boîte qui étaient mauvaises. Il y en a une, c'était de créer un nouveau type de train. C'est un peu compliqué quand on sort d'école d'ingénieur de créer un nouveau... T'as une passion pour les trains, parce que je me rappelle d'une discussion qu'on a eue où tu m'as expliqué pourquoi on en était venu à créer un TGV en France. Ah, alors c'est vrai. Cette histoire. Non, parce que ça fait partie de... En fait, plus que l'entrepreneuriat, moi j'aime bien les nouveaux projets, j'aime bien l'aventure en fait. Vraiment, c'est l'aventure plus que la création d'entreprise. Et je suis toujours intéressé par comment les choses se font. Qui un jour, j'aurais été dans un autre système finalement que celui où j'ai créé une boîte, bah j'aurais adoré, pourquoi pas créer des projets pour, je sais pas, pour le gouvernement. Et il y a un jour dans les années 60, on ne sait pas qui c'est. Enfin, je suis sûr que si on creuse, on trouve. Hein. Il y a un mec qui s'est dit, bah, tiens, on va faire un train à grande vitesse entre Paris et Lyon. Et je trouve que le fait d'avoir cette énergie de se dire, tiens, voilà, on va faire ça, et de le mettre en œuvre. En plus, c'est un projet fantastique qui a pris seulement 5 ans. Entre le moment où on s'est dit, tiens, on va le faire, et le moment où le premier train à grande vitesse a roulé, ça a été extrêmement rapide. Donc, j'adore les gens qui ont l'énergie de créer des choses, voilà. Et donc ta première idée, donc t'as pas la première idée dont tu te souviens, mais que auquel t'as pas donné de matérialité, ça a été cette idée de train du coup. Exactement. En école d'ingénieur. C'était un train qui s'arrêtait pas en fait en station, qui lâchait ses wagons, mais c'est assez compliqué à créer, donc je n'ai évidemment pas été au bout. Pour le moment. Pour le moment, tout à fait. Et donc du coup ta première boîte, donc ça c'était en école d'ingénieur, tu avais une vingtaine d'années. Voilà. Ça correspond. Ah non, j'ai regardé un petit peu ton CV et tu parlais de Price Minister comme première boîte que tu aurais cofondée. C'est marrant parce que j'ai entendu souvent l'histoire de Price Minister. Souvent, on me parle de Pierre Kosciusko-Morizet, qu'on appelle aussi PKM, comme le fondateur historique de cette boîte. Et j'ai jamais entendu parler de Nicolas Benadi, alors que si tu l'assumes directement sur ton LinkedIn, c'est qu'il y a une certaine réalité. Tu peux nous raconter un peu cette histoire? Techniquement, je suis cofondateur de Price Minister, c'est-à-dire que j'apparais bien dans les papiers de la création d'entreprise avec Pierre Kosciusko-Morizet. Avec Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krix, et Justin Ziegler, je pense. Voilà. Justin Ziegler. Donc, on devait être les 4 ou 5 cofondateurs. Il y avait aussi un autre développeur comme moi. Mais je vais être très ouvert.
J'avais juste une toute petite part de l'entreprise. Et finalement, je suis vraiment arrivé le premier jour. Donc, Pierre Klusko-Morizet revenait des États-Unis et il voulait monter Price Minister avec son copain Pierre Kring. C'est même pas encore Qui était l'équivalent, qui était un peu le copycat d'une société qui faisait la même activité aux US. Exactement, qui s'appelait Half. Half, ok. Ils vendaient tout à moitié prix. Exactement. Okay. Et l'idée, c'était un mélange de eBay, de Le Bon Coin, d'Amazon aussi. C'est-à-dire que c'est ce que finalement Price Minister est aujourd'hui. L'idée de base n'a pas complètement changé. C'était uniquement sur des biens culturels à l'époque, des DVD, des livres, des CD. Un peu dans la même veine qu'Amazon finalement, mais plutôt avec des produits de seconde main ou... Oui, uniquement des produits de seconde main. Uniquement des produits. Donc il y avait Amazon d'un côté avec des produits de première main, du produit neuf, et de l'autre côté Half aux États-Unis et Price Minister ici avec des produits de seconde main. Et à l'époque, Amazon n'était pas une marketplace. Donc en fait, c'était une marketplace avant l'heure. Ça s'appelait pas comme ça, mais c'était bien une marketplace, Price Minister. Et donc, il se trouve que j'étais dans une grande coloc à Grenoble. Il y avait une fille dans la coloc et son petit copain, c'était Pierre Klusko-Morizet. Donc, il venait de temps en temps skier. Il faisait la fête beaucoup. Ça n'a pas changé, ça, vraiment. Non, ouais, j'avais pas une très haute estime de lui, pour être très honnête, parce qu'il faisait de la fête très, 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 très fort. Et bon, voilà. Et en sortant... Il était plus jeune que toi? Il était beaucoup plus jeune que moi. Il avait 2 ans de moins que moi. Moi, j'avais 24 ans, il avait 22 ans. Et je sors d'école, vraiment le jour où j'ai fini mon stage, il m'appelle en disant « Ouais, j'ai une idée, je reviens des États-Unis, c'est génial, on déjeune, je t'explique. Je sais que tu as fait une école d'informatique, j'ai besoin de développeurs, je t'explique. » J'étais là, pour monter une idée avec une boîte avec Pierre Klusko-Morizet, jusqu'à ce que je déjeune avec lui. Et là, il a pris un autre chapeau. Quand on a déjeuné ensemble, c'était pas le tougher incroyable. Non seulement son idée, je la trouvais géniale, et deuxièmement, waouh, le gars avait un charisme et on sentait qu'il allait. Juste en un déjeuner, ce gars va réussir, c'est sûr. Donc il t'a emporté comme ça. Il m'a emporté en un déjeuner. Génial. Il m'a vraiment scotché. Et tout ce qui s'est passé en 1 mois, donc moi j'ai fini mon stage le 31 juillet, j'ai commencé Price Minister. On a déjeuné donc le 1er août et j'ai commencé l'après-midi. Avec lui en disant go, évidemment, c'est ça qu'il faut faire, c'est parti, je rêvais d'aller bosser aux États-Unis, non, je vais rester à Paris pour monter Price Minister. Et je l'ai vu en 1 mois lever des fonds, donc 750 000 euros ce qui était énorme pour l'époque. C'était énorme. On ne se rend pas compte aujourd'hui. C'était 5 millions de francs. C'était sur toutes les startups du moment, lèvent des millions à des millions. Exactement. Alors qu'à l'époque, c'était énormément d'argent, c'est ce qui est toujours aujourd'hui. Hein. C'était énormément d'argent, alors que la bulle Internet avait explosé. Mais il avait cette capacité d'emporter. Je vais exploser en mars. Moi, j'étais pas encore dans les rouages à cette époque-là, mais en mars 2000. Mars 2000. Okay. Mars 2000, la bulle avait explosé. Tout le monde avait perdu la foi, mais lui, non. Exactement. Les startups n'existaient pas 2 ans avant. On va dire presque le mot n'existait pas. Le mot, tout d'un coup, avait existé et beaucoup de gens en parlaient. Mais lui, il pensait que sa boîte allait marcher. Et c'était une bonne idée de monter une boîte à contre-temps. C'était parfait. Donc, il a réussi à lever 5 millions de francs. Et alors, autant moi, j'avais ma mère qui avait monté un restaurant, mais le montant me paraissait... J'avais l'impression d'être sur un vaisseau de science-fiction. En plus, j'avais de la chance parce que j'étais développeur et je commençais, mais il n'y avait que ces 2 gars qui expliquaient comment ils allaient lever des fonds, qui faisaient leur business plan, qui expliquaient comment ils allaient attaquer le marché. Finalement, en fait, en 1 mois, j'ai eu un cours, j'ai eu un TD d'entrepreneuriat accéléré. Et la vitesse d'exécution de Price Minister au début, j'ai jamais même réussi à répliquer ça. C'est-à-dire que, et pourtant, on a d'autres outils informatiques aujourd'hui, on est capable d'aller plus vite. Donc, on a commencé vraiment dans la cuisine, dans sa cuisine, après le Donc, déjeuner. tu étais à Grenoble, tu as déménagé. J'ai déménagé à Paris. J'ai ramené des potes. J'ai ramené 2 potes qui étaient avec moi en école. Je veux dire, venez, il faut y aller, c'est absolument, il faut le faire, c'est top, quoi. Le CTO a été recruté une dizaine de jours plus tard. Donc 10 jours plus tard, c'est amusant à quel point ça a été rapide. Les fonds ont été levés au mois d'août. Et le 1er octobre, 2 mois plus tard, on était 20. Et le site est sorti live avec déjà une offre et une centaine de marchands de livres d'occasion en début janvier, le 3 janvier. Donc quelle prouesse à un moment où tout s'effondrait, plus personne n'y croyait. C'est ça. Mais nous, ça nous paraissait normal. C'était limite, on trouvait qu'on avait été particulièrement. Mais non, mais c'est vrai, il y a juste un site web à développer. On est quand même.
Ça va pas nous prendre 4 mois pour développer un site web ou quoi. Donc, en vérité, tu pourrais toujours y être aujourd'hui parce que Price Minister est toujours là. Price Minister est toujours là, ils ont été rachetés par Qu'est-ce qui s'est Rakuten. passé Alors, dans les 6 mois qui ont suivi? donc, et pourquoi je suis cofondateur? En fait, c'est juste parce que j'ai dit, assez rapidement, j'ai dit, au fait, je veux bien rester, mais là, tu me payes pas. Enfin, c'est peut-être au bout de 3-4 jours, je dis, au fait, à un moment, je vais avoir un salaire ou comment ça se passe? Donc, c'est là où on a dit, voilà, tu vas avoir juste un tout petit bout de la boîte et puis on te paiera normalement. Et est-ce que tu avais compris à l'époque, moi au départ, j'avais eu du mal avec ça, que la valeur, tu allais la capturer à travers les parts du capital et pas à travers ton salaire? Je crois que C'était pas quelque chose de totalement évident à cette époque, je trouve. Je crois que j'ai compris au bout d'une heure, ça. Toi, tu comprends vite. J'avais tout de suite compris que c'était ça qui était important et que c'était pas du tout le sujet d'avoir un salaire. Donc, tu étais dans les statuts fondateurs de la boîte avec des parts de capital. Voilà, mais en vrai, je suis pas cofondateur de Price Minister. Si on regarde C'est pas toi vraiment, qui a amené l'idée, c'est pas toi qui a... C'est quoi un entrepreneur? un entrepreneur, c'est celui qui amène l'idée, c'est lui qui amène l'équipe. Alors, j'ai amené un tout petit bout de l'équipe technique. Mais j'étais pas le CTO, j'étais pas le voilà, et je suis pas resté longtemps non plus parce que j'avais un autre projet et j'avais été très clair dès le début. Dans 1 an et demi, je m'en vais parce que j'ai une aventure où j'ai réussi à embarquer des potes finalement et on va faire le tour du monde pour faire du snowboard pendant 1 an et demi. D'accord, parce que moi j'ai lu sur ton CV que ton aventure, donc ta aventure professionnelle après, ça a été chez AXA. Alors oui. Tu t'es dit l'entrepreneuriat c'est pas ça, parce que normalement quand on a goûté d'une manière ou d'une autre à l'entrepreneuriat, on n'en revient pas. Bien sûr. Et toi, tu es allé travailler chez peut-être l'antithétique, la chose diamétralement opposée à l'entrepreneuriat, le corporate. Exactement. Maintenant, on est en 2002, je reviens de mon tour du monde. Je prends plus trop l'avion, mais à l'époque, je l'avais pris pas mal. Et donc, t'avais fait, juste rapidement, tu avais fait quoi pour nous faire un peu rêver J'avais été en Amérique du Sud, j'avais été en Alaska, j'avais été en Nouvelle-Zélande, et puis pas mal dans les Alpes en fait, tout simplement. Tout ça avec ton snowboard. Tout ça avec mon snowboard, 3 copains, et on appelle ça un peu les ski bums. Okay. Donc j'avais mis absolument tout mon salaire de côté pendant 1 an chez Price Minister. Tu avais revendu tes parts Non, surtout pas. Mais j'avais continué à vivre avec mon rythme de vie d'étudiant, donc j'avais mis l'intégralité de mon salaire pendant 1 an et demi, et finalement c'était suffisant pour payer ce voyage. Et je suis revenu. Alors 2002, c'était une période assez sombre. C'était 1 an après le World Trade Center. L'économie était là au stop, donc c'était pas évident de retrouver du boulot, et encore moins de monter une boîte. Donc oui, il fallait bien faire bouillir la marmite et je suis allé chez AXA pendant 3 ans et c'est là que j'ai rencontré Nicolas Saison, voilà. D'accord. Donc mais je rêvais que d'une chose, c'était évidemment de remonter une boîte. Oui, est-ce que ça te démangeait? C'était au fond de toi depuis le départ? C'était évident. Vous faisiez des déjeuners avec Nico Saison en parlant d'idées Non, il avait 18 ans, Nicolas Saison, quand je lui racontais. Il avait absolument... Je parlais de plein de choses avec lui. Mais tu regardais avec des yeux qui brillaient, tu lui racontais l'histoire de Price Minister, un peu, en lui faisant croire que tu étais cofondateur. Exactement. Mais oui, avec des copains, l'écosystème n'était pas aussi grand qu'à l'époque, mais quand même, il y a plein de gens qui avaient envie de créer des boîtes déjà à l'époque. Voilà. Donc finalement, avec des gens qui voulaient créer... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait quitter c'est ça qui m'intéresse. Quel a été le déclic entre le moment où tu travaillais chez AXA et le moment où tu t'es dit go, j'y vais? Et j'y vais moi-même. Je suis pas une équipe existante. J'y vais moi-même. Je prends. J'ai l'impression mon pote Nico Saison qui est avec moi et on y va. Ah mais j'ai pas monté la boîte d'après avec Nico Saison. Il était trop jeune. Faut être âgé pour monter une boîte. Non, mais encore une fois, il n'y avait ni la culture, ni l'âge, donc il faut quand même avoir quelque chose à amener sur la table. En fait, c'était l'idée. Donc finalement, j'ai mis 3 ans à trouver une idée que je trouvais satisfaisante. Il se trouve que j'ai monté une petite boîte, un side project le soir, avec un ancien de mon école d'ingénieur. C'était un site de e-commerce où on vendait des réveils qui te réveillent avec la lumière. Et donc, j'ai stocké dans mon salon à un moment, ça a commencé à bien marcher. Et j'avais 200 réveils dans mon salon. J'en recevais 20 tous les jours et j'en expédiais. Et après, c'est mon collègue qui faisait ça.
On a monté un vrai site de e-commerce avant l'heure qui faisait ça et qu'on faisait seulement le soir. Et on a revendu cette petite boîte. Carrément, quoi. Au bout d'un an, on l'a Ça s'appelait revendu. comment ? Bulle de Zen. Bulle de Zen. Donc J'ai c'était pas technique, hein, vous étiez un vendeur de réveil. Exactement. T'as commencé vendeur de réveil. J'ai commencé. C'est génial. J'ai vendu des réveils. Donc, t'offrais le début d'une journée à qui que ce soit. Exactement. En mode de luminothérapie. Exactement. Et ça. Donc ça, c'était la première expérience. T'as fait ça en parallèle d'AXA? T'avais déjà quitté AXA? Non, en parallèle d'AXA. En parallèle d'AXA, je me disais que mon cofondateur était intéressant, mais l'idée n'était pas suffisamment grosse, intéressante pour vraiment quitter son boulot pour faire ça. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Je cherchais en fait une autre grande idée, enfin une idée plus intéressante. Et là, c'est que j'ai eu l'idée de Limonétique quand je me suis marié en 2006 et voilà. Donc il y a un rapport entre ton mariage. Ouais. Donc d'accord. Donc Limonétique, donc c'est la première vraie boîte, la deuxième boîte que tu crées finalement. Ouais, exact. Mais la première boîte avec beaucoup d'ambition et qui dépasse le simple site de e-commerce. Et c'est venu au moment de ton mariage. Ouais. J'arrive pas à voir. Alors Limonétique, comme j'ai fait une liste de mariage où des gens pouvaient finalement me faire des cadeaux. Et moi, j'étais dans le e-commerce, donc je voulais essentiellement des choses qu'on pouvait acheter dans le e-commerce. Il n'y avait pas de liste de mariage. Il n'y avait pas les 1000 et une listes, ça n'existait pas encore. Alors, oui, 1000 et une listes, c'était une liste de mariage en ligne, mais pour acheter finalement derrière chez Galeries Lafayette au printemps, qui n'avait pas de site à l'époque. Donc, il n'y avait pas de liste de mariage purement e-commerce. Donc, mon idée, c'était ça. Et je me suis dit, oh là, zut, il va falloir que je demande au site marchand d'ajouter un nouveau moyen de paiement sur leur page de paiement. Ça va jamais marcher. Et j'ai une idée technique. Je suis ingénieur un peu quand même. Je code plus, mais donc je suis quand même un peu ingénieur. J'avais une idée technique assez maligne à l'époque. On va pas rentrer dans l'idée qui permettait de rien demander au site marchand et d'avoir un petit plugin qui permettait d'insérer un numéro de carte bancaire à usage unique pour payer le site, mais sans que l'utilisateur, sans que le titulaire de la liste de mariage le voit. En fait, c'était un petit peu magique. Et donc, on est parti de cette idée et finalement, on en a fait une solution de paiement pour ajouter à des sites marchands qui existent déjà n'importe quel moyen de paiement. Et je pense que le plus gros truc qu'on avait fait, c'était d'ajouter PayPal sur Voyage SNCF à l'époque. D'accord, donc ça permettait au site e-commerce naissant d'offrir plusieurs solutions de paiement en une intégration à leurs clients. Ouais, super. Exactement. Okay. Donc pas des sites naissants, plutôt des grands sites marchands, justement. D'accord. Non, mais je disais que le e-commerce naissant, c'était quand même chez Voyage SNCF, le début des plateformes en ligne de vente. On est encore en 2008. D'accord, donc ça, tu as fait ça pendant... J'ai fait ça pendon 5 ans. Sans Nicolas Saison. Mais si, mais pas comme cofondateur. Tu l'as quand même ramené avec toi. Évidemment que je l'ai rappelé, que je l'ai ramené avec moi. On aura déjà beaucoup parlé de Nico, vraiment. C'est pas fini. Exactement. Je l'ai ramené avec moi au bout de 6 mois. J'ai dit, j'ai un développeur absolument génial. Mais il était salarié. Il était dans les équipes, tout simplement. Et donc voilà, avec Limonétique, je pense qu'on a fait pas mal de toutes les bêtises qu'on peut faire quand on démarre, que pour le coup, qui n'avaient pas été faites avec... On fait quoi comme bêtises au démarrage ? Vas-y, donne un peu quelques idées, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent. C'est la première boîte, qui ne sont pas leur cinquième et qui ont besoin de... C'est pas que dans les grandes lignes. Ouais, bien sûr. Déjà, on a monté la boîte avec 5 cofondateurs. On était 5 cofondateurs. Ça fait mal. Pour le capital, c'est un peu dur, ça. Alors, c'est même pas qu'une histoire de capital. C'est même pas c'est juste que je pense que 2 ou 3, c'est bien. 1, c'est compliqué d'être un seul fondateur. C'est chiant, non ? Ouais, moi, je suis plutôt un mec de bande, un mec de groupe. Je ne saurais pas faire. Mais 5, alors on est une grosse bande, c'est sympa. Surtout que c'était des copains. Mais je considère pas que ça, c'est une erreur, pour le coup. Partir avec des copains. Partir avec des copains, je pense que c'est une très bonne idée. Mais pas trop. Mais pas trop de copains. Et pas avec un leader clairement défini. Donc c'était à la fois mon idée, c'était moi qui avais assemblé le groupe, mais je voulais que ça soit un autre gars qui soit le leader. Christophe Bourbier, qui était resté très longtemps dans Limonétique et qui l'a amené jusqu'à la revente et qui a fait un super job, mais on ne pouvait pas être 5 cofondateurs. Voilà.
Donc, ça c'est au bout de 6 mois, il en restait plus que 2 ou 3. Non. Ça Au se bout de passe 5 où, ans, ça on était toujours Ce 5. qui se passe souvent dans les boîtes, c'est que ça commence à 5, puis ça s'effrite au fur et à mesure. Et c'est moi le premier qui suis parti, en fait, parce que j'étais obsédé. Je voulais qu'on fasse un pivot au bout de 2 ans, en 2008-2009. Je voulais qu'on fasse une solution de paiement pour les sites marchands, de e-commerce tout court, pour accepter la carte, élégante pour les développeurs. En fait, j'avais l'idée de Stripe un peu avant C'était pas l'heure. une mauvaise idée. C'était pas une mauvaise... Alors, je ne dis pas qu'on l'aurait exécuté comme Stripe. Je ne fais pas le malin. Mais tu avais vraiment l'idée, enfin l'intuition qu'il fallait aborder la chose côté développeur avec une solution très élégante. Et unique. À l'époque, il fallait brancher une solution d'une banque avec une solution Il fallait technique. avoir un contrat de vente à distance avec son... C'était ça allait aller voir sa banque, demander un contrat de vente à distance, donner ce contrat de vente à distance à un un payment gateway, ouais, voilà. C'était horrible. Et moi, je voulais avoir une solution unifiée. En plus, en Europe, il y avait la législation le permettait. On pouvait créer des solutions de paiement sans être une banque. Et donc, je voulais faire ça. C'est là, peu de gens ont réalisé, souvent Stripe, les gens voient Stripe comme une API, je dirais, élégante pour l'intégration sur les sites web et une solution qui a été appréciée par les développeurs, mais c'est aussi simplificatif au niveau administratif parce qu'ils ont partagé leur merchant account, le contrat qui leur permettait d'encaisser en ligne. Ils l'ont permis de le partager à d'autres marchands sans devoir faire les démarches par ailleurs, non, c'est ça? Exactement. Ouais. Il y avait effectivement, c'est plus simple pour les développeurs, mais c'était plutôt tout. Il fallait assembler plein de solutions différentes. Du jour au lendemain, tu pouvais accepter la carte sur ton site. Exact. C'est ça que tu voulais faire, quoi. Et c'est ça que je voulais faire, exactement. C'est un peu, tu sais, les investisseurs, des fois, ils ont leur anti-portfolio. Moi, j'ai finalement mon anti-idée, enfin toutes les idées de boîtes que j'ai pas créées. Que tu aurais aimé faire. Quoi quoi d'autre? Alors, il y en a plein des mauvaises, que je vais pas citer, mais les deux bonnes. Oui, les investisseurs dans leur anti-portfolio, évidemment, ils parlent du moment où ils ont dit non à Uber, à Airbnb, etc. Ils racontent pas toutes les petites boîtes auxquelles ils ont dit non et pour lesquelles ils ont eu raison. En 2014-2015, je voulais faire une néobanque pour les entreprises. Il y avait des néobanques qui se créaient pour les particuliers. C'est tout départ, en 2015. Tout départ. Il y avait Nickel qui marchait plutôt bien en France. Et j'entendais parler de projets pour des particuliers. Mais je me disais non, c'est les pros. Il faut faire une néobanque pour les pros. Et j'essayais de voir qui pouvait faire ce projet avec qui je pouvais m'associer. J'ai même rencontré les fondateurs de Conto dans un café. Ça l'a pas fait. J'étais parti entre-temps sur une autre idée avec un gars de chez Visa. Voilà. Donc, Stripe et Conto, c'est les deux idées de boîtes que j'ai pu avoir. Et encore une fois... La prochaine fois que tu as une idée, on en parle quand même. On évalue si ça vaut peut-être le coup. Si tu as des bonnes intuitions, c'est un bon point, ça. Mais parlons de l'idée, vite fait. On parle souvent de l'équipe. Quand on parle pour faire une boîte, il faut d'abord penser à l'équipe. C'est vrai, c'est super important. Mais l'idée, c'est encore plus important. Et on dit souvent l'idée, c'est secondaire. Non. Vraiment, l'idée, c'est vraiment les premiers rails sur lesquels on se met. J'ai vu des équipes fantastiques avancer trop lentement sur en fait des idées qui n'étaient pas porteuses. Et en fait, on peut pas le savoir avant de commencer. Mais donc l'idée, c'est super important. Ouais, et si on partir sur une mauvaise idée, même avec une très bonne équipe, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Et d'ailleurs, moi, j'ai une théorie là-dessus sur les primos. La première boîte qu'on lance, généralement, on réfléchit pas tellement à l'idée. Et du coup, pour deux entrepreneurs de même qualité, en fait, il y en a un qui va pouvoir réussir parce qu'il a eu de la chance. Le premier problème auquel il s'est confronté, c'était une très bonne idée. Et l'autre, aussi bon, en fait, est tombé sur l'idée de merde. Et ça, vu que tu n'analyses pas vraiment les idées, notamment pour ta première boîte, c'est assez injuste, quoi. Moi, par exemple, je sais que dans l'histoire de Fotolia, alors on a bien exécuté, mais en vérité, j'ai eu une énorme chance de tomber sur une idée qui était exceptionnelle et qui s'avérait être très vertueuse. C'était pas évident de le savoir en commençant, quoi. Donc, mais 100% d'accord avec toi. Donc, l'idée, ça compte. Mais ça compte, et il faut avoir de l'idée et de la chance, parce que des fois, tu as des idées qui sont des bonnes idées justes. C'est pas le bon moment pour le faire. 3 ans après, c'est une idée incroyable. 3 ans avant, ça en général. Mais c'est pas l'idée qui compte, c'est que l'exécution, mais c'est pas forcément tout à fait vrai. L'exécution, c'est important, l'idée aussi. Très important l'exécution, mais il faut avoir la bonne idée et de la chance. Et on juge souvent les entrepreneurs par le succès qu'ils ont pu avoir, alors qu'en fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a un énorme facteur chance. C'est évident. Et donc ça, c'est Limonetic, première boîte, tu restes 5 ans là-bas et tu pars chez Visa. Ouais.
Donc, l'entrepreneuriat, ça te plaît pas du tout. À chaque fois que tu commences un peu à tenter le goût, tu repars chez le corporate. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, je voulais absolument faire le Stripe, et puis mes cofondateurs voulaient pas, donc à un moment j'en ai eu marre. Ça, c'est le premier point. Et puis, non, c'est pas fâché. Vraiment, je dis bon, je laisse tomber les gars, je m'en vais. Ça va pas assez vite pour moi. Ça va pas assez vite. Et bah, à l'époque, j'étais fatigué aussi parce que 5 ans d'entrepreneuriat, se payer vraiment pas beaucoup à manger des pâtes. Avec moi, j'avais déjà eu une fille entre-temps en plus qui était née prématurée, qui avait eu pas mal de difficultés. Donc la vie était rude à ce moment-là. Et en fait, j'avais envie d'avoir... puis avec toute la charge mentale que c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est sympa, c'est glamour, mais en vrai, c'est dur. C'est quand même quelque chose qui... C'est dur quand ça marche pas. Ouais. Même quand ça marche, déjà, c'est pas facile. Alors en plus, quand ça marche pas, c'est vraiment pas facile. Donc, je fallait faire bouillir la marmite. Du coup, Je suis allé travailler 2 ans chez Visa et j'ai eu mon 2e enfant à ce moment-là. J'ai adoré pendant 2 ans avoir peu de charge mentale. Je me rappelle, je fermais le capot de mon ordinateur le vendredi à 16h30. Et c'est comme si tout d'un coup le travail n'existait plus jusqu'au lundi matin à 9h. Et j'ai adoré pendant 2 ans pas avoir cette charge mentale. Mais évidemment, la machine à idées tournait toujours. Pendant 6 mois, je trouvais ça génial. Au bout de 6 mois, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas rester ici. J'étais bien payé en plus. Qu'est-ce que tu cherchais finalement? Parce que finalement, tu étais bien, tu mettais ton boulot derrière toi, tu avais tes gamins, ton salaire. À l'aventure. C'est pas rigolo. C'est absolument pas... Il n'y a rien d'intéressant. Tu venais de galérer 2 fois dans 2 expériences et tu recherchais l'aventure, tu recherchais la galère. Tu avais les soifs d'ambition, tu avais soif de réussir, tu avais envie de prouver quelque chose. Alors, j'avais pas tant galéré. Press Minister, ça a quand même été un gros succès. Je l'avais vu en interne. J'avais toujours mes parts de Press Minister. À ce moment-là encore, tu avais toujours tes parts. Alors, elles ont été revendues en 2011. 2011. Comme quoi, ça prend du temps aussi. C'est important de le répéter. Ça a pris 11 ans. C'était une vente conséquente. Ça t'a aidé. Moi, j'ai fait beaucoup de petit exit. Alors oui, je suis pas... c'est toujours compliqué de parler d'argent. Je suis très riche par rapport à plein de gens, et pas très riche par rapport à quelques entrepreneurs qui ont fait une exit monstrueuse. Ça a payé le tiers de ma maison. Voilà, tu vois, ça change ta vie quand même. Un appart à Paris, c'est ça? J'avais une maison au Lila que j'avais achetée à l'époque. Et donc voilà. Nos auditeurs pourront faire le calcul. On doit être sur les quelques centaines de milliers d'euros. Exactement. Ou les quelques, c'est un chiffre entre 1 et 3. Voilà, c'est à peu près ça. Ça change quand même la vie, un montant comme ça. Quand t'as l'habitude de pas te payer bien et de manger des pâtes, ça vraiment, tout d'un coup, ta vie change. Mais tu dois continuer à travailler. Et c'est très bien comme ça. Donc, pourquoi j'ai voulu recréer une boîte? Ouais, vraiment pour l'aventure. Donc, t'es chez Visa, ça te tarabuste, tu veux te relancer. Je veux faire une néobanque pour les pros. Mais là, je rencontre un mec de chez Visa, un ingénieur vraiment doué, qui a qui sait faire une solution technique pour proposer aux banques un petit bout de code, une librairie pour transformer leur app bancaire, le mobile était déjà quelque chose en 2014, en paiement sans contact. Et donc, il est sûr de pouvoir être certifié par Visa parce qu'il sait comment faire. Lui aussi, il avait des bonnes intuitions, a priori. Voilà. Donc, et vraiment un super ingénieur, super doué. Je me dis, forcément, ça va devenir gros. La carte sans contact, à l'époque, personne n'y croyait. Les journalistes disaient, mais ça sert absolument à rien. Nous, chez Visa, on voyait les chiffres exploser. Alors, on parlait de 100 paiements par mois, 400 paiements le mois suivant, 4000 paiements le mois d'après. En quelle année à ce moment-là? En 2014. En 2014, moi j'ai l'impression que j'ai jamais eu l'occasion de payer sans contact avant le début du Covid. J'ai l'impression que ça arrivait avec ton téléphone. Ah oui, ouais. On voyait le paiement par carte. Moi j'ai commencé à payer sans contact avec mon téléphone, j'avais pas commencé avant effectivement. Voilà. Donc l'idée de passer sa carte Visa ou Mastercard à côté du terminal pour pouvoir et ça s'est quand même accéléré nettement pendant le Covid parce qu'il fallait pas de contact avec les terminaux de paiement. Exactement. Mais ça commençait déjà, donc les prémices c'était en 2014. C'était en 2014, nous on était des insiders, on savait que tous les terminaux allaient être sans contact, on savait que le paiement par carte, l'usage prenait très très fort, même si c'était auprès d'early adopters, donc de nouveaux, de gens qui aimaient bien essayer les nouvelles solutions. Et on savait que ça allait marcher. Toutes les métriques prouvaient que ça allait être un gros succès. Tout le monde avait un téléphone portable. On savait que les nouveaux téléphones Android et que les nouveaux iPhones auraient tous du NFC.
Et donc, NFC, c'est la technologie qui permet justement de faire communiquer un appareil, enfin un terminal électronique avec une carte, c'est ça? Exactement. Donc je savais que c'était la bonne idée, c'était une super idée. Ce qu'on savait pas, c'était que pendant ce temps, il y avait Visa et Mastercard qui discutaient secrètement avec Google et Apple pour sortir Apple Pay et pour sortir Google Pay. Et donc on a effectivement été certifié. Attends. Donc juste pour comprendre un peu, t'es chez Visa, t'as un collègue chez Visa qui te parle de cette solution qui te permettrait de payer sans contact, et vous décidez de tout plaquer pour lancer votre boîte. Ouais. D'accord. Et ça, c'est Antelope? C'est Antelope. Antelope. Ouais. Ok. Donc, et là, vous lancez une boîte à 2, plus à 5. T'as appris de ta leçon précédente. Exactement. Donc c'était Nicolas Brulet. C'est toujours Nicolas Brulet que je salue. C'était lui un vous peu êtes le. fâché avec Nicolas Brulet? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. On se fâche parfois avec ses co-founders. Franchement, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, une histoire d'entrepreneuriat se termine mal. Pas mal, mais on perd un peu, on part amis et on finit moins amis. Écoute, on a eu des sujets avec mes cofondateurs de Limanétique, mais c'est moi qui avais tort. Et j'ai tout fait pour leur dire que c'était moi qui avais tort. Et aujourd'hui. Je pense que tu n'avais pas la maturité nécessaire. C'était un manque de maturité. C'était un manque de quoi? Ça veut dire quoi? J'avais tort? Non, on s'est disputé pour des histoires de part bien après mon départ, en fait. Il y a eu des histoires où ils ont eu beaucoup de BSPCE parce que eux étaient restés. Et moi, je trouvais que c'était pas très juste. En fait, bien sûr que c'était juste. Eux étaient restés dans le bateau à galérer. Et finalement, à réussir à revendre la boîte 10 ans après. Moi, j'étais finalement parti pour aller prendre un peu de confort chez Visa. Évidemment qu'ils méritaient d'avoir beaucoup plus de reward pour le travail qu'ils avaient effectué, quoi. Donc, tu as fait ton mea culpa. J'ai fait mon mea culpa, ouais. Vous êtes amis à nouveau. Exactement. C'est super important pour moi quand on a vécu une aventure comme ça, de rester copains ou de rester vraiment. C'est d'abord et avant tout des aventures humaines. Bah ouais, c'est quand même, ça serait dommage. Mais je me suis jamais fâché avec personne d'autre, et même avec ceux du Monétique, on est vraiment copains. Je pars en vacances avec eux, donc tu vois, c'est vraiment des copains. Donc Antelope, là c'était un peu la mode à l'époque du Lean. Enfin, il y avait eu une Lean Startup, il y avait eu pas mal de bouquins, et cette fois-ci je me suis dit on va pas lever des fonds, ça prend trop de temps, donc on a vraiment essayé de le faire en partant de rien, sans. On appelle aujourd'hui bootstrap, quoi. Bootstrap, voilà, c'est un mot, c'est ça. On va se débrouiller tout seul pour créer l'entreprise. On n'a pas besoin d'argent, c'est VC sans vous et con. On va y aller progressivement, de manière itérative. Exactement. Et, au moins personne nous embêtera, quoi. Et donc on a monté la solution, on a été certifié par Visa pour vendre cette solution auprès des banques. On a commencé à rencontrer des banques, et pile poil au moment où on avait vraiment un produit qui était présentable, Google Pay est sorti, et Google Pay était gratuit en plus. C'est gafaïsé, moi j'aime bien ça, mais c'est gafaïsé, quoi. Exactement, mais alors vraiment de manière magnifique. Et on n'avait plus d'argent, évidemment. Puisque vous en aviez levé très peu. Exactement. Ouais. Heureusement, Google Pay a mis un petit peu de temps à se déployer, donc on a quand même réussi à vendre à une ou deux banques la solution au début. On a dû sortir de France aussi assez rapidement, donc ça c'était une super expérience. Ce qui était bien avec cette solution, c'est qu'elle pouvait se vendre partout dans le monde. Donc on a vendu la solution en Jordanie, au Kazakhstan, en Colombie, dans plein de petites banques dans le monde qui finalement voulaient pas travailler avec Google parce que Google ils étaient pas sympas. Et donc on a quand même réussi à en faire quelque chose de cette boîte, et puis on a dû aussi pivoter un petit peu pour vendre d'autres choses. Mais finalement, au bout de 4-5 ans, la boîte elle a commencé à avoir un petit peu plus de succès. On a aussi levé un petit peu de fonds quand même finalement. Qu'est-ce qui vous a motivé à lever de l'argent? La traction qu'on a quand même eue en vendant la solution auprès de quelques banques, et on s'est rendu compte, ok, c'est bon, on est 4. Il faut vraiment une solution pour que les gens puissent payer tous les jours avec notre solution. Il faut que la solution technique soit plus robuste que celle qui a été développée. Donc il fallait qu'il y ait une dizaine de développeurs qui viennent nous rejoindre. Et il n'y avait pas le choix, il fallait. Cette boîte, tu l'as quittée avant de la vendre, ou tu l'as vendue puis tu l'as quittée? Ça s'est fait dans quel ordre? Pour la 3e fois, j'ai quitté la boîte avant de la vendre. J'ai quitté la boîte avant de la vendre, pas pour les mêmes raisons que Limanétique, mais juste parce que je voyais bien qu'on ne pouvait pas faire une licorne avec Antelope. Je voyais bien qu'on n'arriverait pas à faire. J'aimais bien mes cofondateurs, je trouvais chouette ce qu'on faisait, mais
il fallait que je fasse autre chose. Et puis j'ai eu une idée en fait pendant que j'étais chez Antelope qui tournait un petit peu autour de la carte. Et j'ai eu une idée et je continue à voir le fameux Nicolas Saison. Et donc voilà, je me suis dit, ok, on va faire une plateforme alors je suis désolé, de banking as a service. Donc ça c'est Swan. J'ai eu l'idée en 2018, enfin j'ai eu un bout de l'idée en 2018 parce que l'autre bout c'est Exa, enfin eFounders à l'époque. Moi, je me rappelle, on s'est rencontrés. Nous, on avait l'idée pareil. Enfin, de toute façon, moi, je pars du principe que les idées, elles appartiennent pas aux hommes ou aux femmes, elles appartiennent à leur époque. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait une idée qui courait à l'air du temps. Nous, on avait été confrontés avec eFounders en créant 2 boîtes. Une boîte Spendesk dans la fintech qui permettait d'émettre des cartes. Et on avait dû utiliser ce genre de plateforme, une plateforme qui s'appelait Bankable, dont on était moyennement satisfait. Et une deuxième entreprise qu'on avait créée qui s'appelait Upflow, sur laquelle on avait essayé une autre solution qui s'appelait Trésor. Et en vérité, on n'était ni satisfait de la première, ni satisfait de la deuxième. On s'était dit, on va lancer notre propre banking as a service. Et je me rappelle très très bien, je suis venu pour vous pitcher l'idée. On s'est vu pour la première fois dans cette cour extérieure du Hoxton. Il y avait justement ces 2 Nico. Alors évidemment, moi je vous connaissais de loin, mais je savais plus du tout. À la fin, je me rappelle quand je suis parti, je savais pas lequel était Benadi, lequel était 600, mais il y avait 2 Nico. Et je me rappelle quand je vous ai commencé à vous pitcher, vous étiez exactement sur la même idée et on avait eu la même intuition au même moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'association s'est fait extrêmement rapidement, non? Exactement. Alors, il y avait quand même un truc qu'on n'avait pas. Et nous, on voulait créer une plateforme pour que, finalement, créer par-dessus un concurrent de Conto, un concurrent de Swile, un concurrent de Revolut. On voulait qu'il y ait qu'il soit un studio et qu'il y ait des entrepreneurs qui créent leur start-up. Parce qu'on voyait bien le succès de ces fintechs, c'était le nouveau mot à l'époque. Et toi, t'es arrivé. En disant non, c'est pas ça l'idée, les gars. L'idée, en fait, c'est moi, je pense que il y a plein de SaaS, plein de logiciels qui ont besoin dans leur expérience utilisateur, soit d'un IBAN pour faire des paiements, soit d'une carte avec leur propre logo, mais c'est pas des néobanques, ça va pas être leur business premier, ça va pas être leur core business. Il faut juste une API très simple pour pouvoir créer un compte avec une carte. Alors, tu t'en rappelles pas parce que pour toi, c'était évident. Non, mais je me rappelle très bien. On parlait du Bon Coin qui devenait Vinted, de ce loger qui pouvait, par exemple, gérer les locations, tout ce qui était gestion locative. Mais honnêtement, pour moi, c'était purement théorique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que vous faites, en fait, chez Swan. Exactement. C'est ça qui fonctionne. Ouais. C'est ça qui est dingue. Parce que, et en fait, vraiment, cette idée, toi, c'était ton idée, donc tu l'as tournée dans tous les sens. Moi, ça m'a vraiment explosé le crâne à l'époque. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et le truc que vous saviez pas faire, je pense, c'est que moi, je savais. Nous, on n'y connaissait rien. Non. Je savais tout faire. Et j'avais étudié Trésor, j'avais étudié les autres plateformes. Moi, je savais même pas où commencer. Et je voyais, moi, ce qui marchait pas. Qu'est-ce qui était mal conçu, comment on pouvait faire mieux, comment on pouvait rendre l'expérience aussi simple que Stripe pour les développeurs. C'est ça qui m'obsédait. Je voulais vraiment, finalement, si un marchand, il est capable d'accepter un paiement Stripe en 5 minutes, il doit être capable aussi d'émettre une carte avec son logo dessus en 5 minutes aussi. En fait, je sais que donc Swan, c'est un peu pas évident à comprendre pour tout le monde, et je sais que tu l'expliques bien avec des mots simples. Je pense que ça vaudrait le coup que tu nous fasses l'explication, parce que c'est quand même un business qui est pas aussi évident que quand tu expliques ce que c'est qu'Airbnb ou ce que c'est que le Bon Coin. Tu peux nous expliquer Swan avec tes mots? Ouais, avec mes mots. Écoute, Swan, c'est une néobanque. Alors, pardon, il y a un régulateur, on n'a pas le droit de dire néobanque. Pardon, on est un établissement de paiement, on crée des comptes. Comme Revolut. Comme Conto, comme N26, exactement, comme toutes ces entreprises. La seule différence, c'est une grosse différence. Pour ouvrir un compte Swan, tu vas pas passer par une app. Tu vas pas passer par un site bancaire. En fait, on est en marque blanche. On est derrière d'autres marques, derrière d'autres logiciels. Et en fait, au lieu d'avoir une app, on a des API. Et ces logiciels, par exemple Penny Lane, peuvent utiliser ces API pour finalement eux-mêmes proposer des services. Tu sais que quand tu achètes du beurre Carrefour, c'est pas Carrefour qui fait le beurre. Eh ben nous, c'est pareil, on fait pas du beurre. Ils achètent du beurre en marque blanche, pardon. On fait pas du beurre, on fait des services bancaires en marque blanche. Tout le monde peut mettre sa marque. Vous êtes l'équivalent de la solution que Carrefour. Vous êtes le fabricant de beurre pour Carrefour, c'est ça? Exactement.
Donc, et vous fabriquez pour différentes marques, Carrefour, On a, j'allais dire Deleuze, mais... alors, pas connu ici. on a 150 partenaires qui effectivement utilisent nos services pour intégrer des services bancaires simples au sein de leurs produits. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, les gens qui ont continué à faire des services comme ça pour pouvoir fournir ça à des néobanques ont tous disparu parce qu'ils se sont rendus trop dépendants de banques qui ont après, comme c'était leur corps business, refait ça elles-mêmes. Ah, exactement. C'est comme si le beurre était finalement le principal produit vendu par Carrefour et Carrefour décide finalement de produire son beurre lui-même, quoi. Exactement. Et nous, on ciblait pas. Et ça, c'était vraiment, je pense, c'était ton idée pour le coup. Enfin, l'idée qui traînait chez Founders, de le vendre, pas à des néobanques, de le vendre justement à des acteurs qui n'y connaissaient rien à la banque et qui ne voulaient surtout pas y connaître à la banque. Et 2 ou 3 ans plus tard, c'est devenu même votre idée, c'est devenu un buzzword dans l'écosystème startup, dans l'écosystème fintech qui s'appelait Embedded Finance. Mais le fait d'intégrer une couche bancaire dans des applications classiques, quoi, qui ont Exactement. pas forcément des applications fintech à proprement parler. Et donc ça, c'est ta dernière boîte. Ça fait maintenant 5 ans, c'est ça? 6 ans, ouais. 6 ans. Ça fait 6 J'ai ans. l'impression que c'était hier. Hein. On a donc comment ça marche chez Exa. On s'associe avec des entrepreneurs et on développe pendant 12 à 18 mois. Alors vous êtes resté peut-être moins longtemps que les autres, hein, 12 mois, et on travaille ensemble pour construire une première version du produit, une première traction, rassembler une première équipe et rapidement la boîte lève de l'argent. C'est ce que vous avez fait avec un VC, Exactement, avec Créandoum, avec Créandoum, et vous devenez à ce moment-là indépendant financièrement, et du coup vous sortez du studio et vous vivez votre vie de boîte, et on reste board member, donc un board member un peu différent parce qu'on est on est aussi à l'origine de la boîte, mais on garde on n'est plus du tout impliqué dans l'opérationnel. Et c'est aujourd'hui Amaury, c'est ça. Mon associé qui est au board de Swan. Et comment ça se passe? Ça se passe bien? C'est une aventure incroyable. Qu'est-ce que tu vas partir dans pas longtemps avant l'exit de la boîte. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris de tes 4 différentes business que tu fais plus chez Swan? Raconte-moi tout ça. Ouais. C'est toi. C'est là. Non mais c'est le croustillant. J'ai envie de savoir. Et puis Swan, c'est vraiment, c'est mon. J'ai adoré mes aventures précédentes, mais Swan, c'est mon plus beau bébé de loin. C'est vraiment. Alors déjà, c'est la première fois que je suis CEO. Donc où clairement, je me suis dit, bon, ok, ça va. J'aime bien être membre d'une bande, mais en vrai, j'ai envie moi d'avoir la direction. J'ai pas envie. Qu'est-ce qui te réfrénait dans les expériences précédentes? Je pense que j'avais un manque de confiance en moi. Je pense que j'avais un truc en moi qui me disait, ouais, j'ai peut-être pas le charisme pour. C'est ton côté low ego. Ouais, exactement. Mais c'est ta force, finalement. Finalement, je me suis rendu compte que c'était une force, ouais, exactement. Et une forme de charisme. D'une certaine façon, tout à fait. C'est un de mes salariés qui m'a dit que j'étais low ego, ça m'a fait marrer. C'est la façon dont on me manage, et finalement, on peut reparler de Nicolas Saison, qui est mon cofondateur. Nicolas Saison, donc avec qui j'avais travaillé chez AXA, avec qui j'avais travaillé chez Limonetic en tant que salarié, et que je trouvais toujours aussi brillant. Je peux peut-être raconter la façon dont je l'ai rencontré, mon cofondateur. Donc, quand j'étais chez AXA... donc, 10 ans... en 2003, non, 15 ans, pardon, mais il avait 18 ans. Il avait 18 ans et c'était un rasta blanc qui sortait d'école, qui était apprenti et qui... Un rasta blanc, tu veux dire que... Il avait les cheveux longs, il écoutait du reggae. D'ailleurs, il jouait du reggae tous les week-ends de manière quasiment semi-pro. Il était chef scout aussi en même temps. Et il était... Il n'y a pas beaucoup de chefs scouts qui écoutent du reggae. Il n'y a pas beaucoup de chefs scouts qui écoutent du reggae. Mais donc, il était plutôt nonchalant et plutôt rigolo. Mais en fait, il était hyper bosseur. Il était incroyablement intelligent. Et il avait un sens des responsabilités. Donc, chef scout, depuis chaque fois que j'ai rencontré un chef scout, j'ai essayé de l'embaucher. J'ai réussi à en embaucher une. Et d'ailleurs, elle est incroyable. Donc, embaucher des chefs scouts, c'est vraiment un super... Merci pour ton conseil. Ça donne une chance à tous les chefs scouts. Mais c'est ce qu'on écrit en bas dans le CV, la compétence ou autre activité chef scout. Tu es sensible, quoi. C'est complètement incroyable. Tu as 18 ans, tu t'emmerdes à passer tes vacances avec des gamins de 14-15 ans. C'est déjà pas facile de manager des hommes, des femmes avec un âge, des adultes. Manager des ados, passer ses vacances gratuitement
pour aller manager des ados, ça veut dire que t'as quelques cases en plus. Ah oui, d'accord, là, des cases. Voilà. Et donc, lui, il les avait, Nico, et il a un charisme. Et en fait, c'est un manager absolument incroyable. C'est ça, qu'est-ce qui a fait que lui, plutôt qu'un autre, pourquoi tu as décidé, après toutes tes expériences, de t'associer avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle avait de complémentaire? Qu'est-ce qu'elle t'amenait, en fait? Tu parlais du fait que dans la première association, tu parlais que t'avais rien à amener, mais t'avais rien à amener de particulier. Là, tu t'es dit, j'ai du recul, je vais bien m'associer. Pourquoi tu t'es associé avec quelqu'un comme Nico Saison? Déjà parce que il n'était pas question de pas m'associer. Pas question de partir seul. De partir seul, ouais. C'est jamais. Et aussi parce que j'avais une grande admiration pour lui. Vraiment une admiration profonde pour ce qu'il était capable de faire. Parce que c'était un bon pote ou parce que c'était un... C'était un bon pote, mais c'était pas que un bon pote. Je vais pas partir. Il y a plein de potes avec qui je montrais. Il a cette capacité à aller dans les détails que moi j'ai pas. Okay. On va lire chez les autres souvent ce qu'on n'a pas soi. Exactement. Et ça, je savais que c'était un bon manager, mais j'ai découvert chez Swan que c'était un excellent manager. Donc ça, je l'ai découvert après. C'était la bonne surprise. Toujours là, toujours actif. Toujours actif, bien sûr. Il joue quel rôle aujourd'hui chez Swan? Alors, il est CPO. Voilà. Donc il y a en plus des qualités produits. C'est un Chief Product Officer. Chief Product Officer. C'est lui qui est responsable du produit chez Swan. Exactement. Et c'est lui l'architecte de... Moi, j'ai eu la bonne idée au départ et lui, il y a un nombre de petits détails dans le produit qui font que le produit est incroyable et c'est lui. Donc, tu t'es assumé... Donc, je pense que c'est hyper important, ça. Hein. Tu as assumé que tu allais être le CEO de cette boîte. Et on vous a mis un peu dans un dilemme avec Exa et Founders à l'époque, hein, parce que nous, on a besoin que le CEO s'affirme et se définisse dès le départ. Parce que potentiellement, dans d'autres circonstances, vous aurez pu rester co-CEO, etc. Non. Toi, tu avais envie. C'était sûr. C'était OK. Bon, maintenant, je vais être CEO. Je vais arrêter de tourner autour de ce truc et je vais assumer pleinement ce rôle-là. Et je suis content de l'assumer. Donc, voilà. Mais avec mes particularités. C'est-à-dire qu'effectivement, low ego, je donne... Moi, là où je pense où je suis fort, c'est pour trouver pour voir le talent chez des personnes et leur faire ce qu'ils savent bien faire, quoi. Il y a notre CRO, encore, on parle avec du jargon, donc notre directeur commercial, c'était un petit jeune, il est arrivé à 23 ans, c'était mon chief of staff. En fait, il passait la moitié de son temps à vendre Swan au lieu de faire son job de chief of staff que je lui demandais de faire. Et en fait, il le faisait super bien. Il avait un talent incroyable. Et finalement, il y a 1 an et demi, on a décidé de lui donner le poste de directeur commercial et de gérer 20 personnes alors que c'était le plus jeune. Et il l'a fait de manière admirable. Et pourquoi donc, qu'est-ce que des grands apprentissages? Donc, tu te dis, donc vous rejoignez Exa, on lance la boîte ensemble. Il y a des choses que à ce moment-là où tu te dis, tiens, je vais faire attention à pas reproduire des erreurs que j'ai déjà passées. Donc, tu t'associes avec la bonne personne, déjà. Je m'associe avec la bonne personne. Vous êtes que 2. Ouais. Et on prend un 3e CTO. D'accord. Mathieu. Voilà. Je me rappelle très, très bien quand il nous a rejoints. Ça me rassurait, hein, parce que généralement, on part avec des couples de cofondateurs, avec une cofondatrice ou un cofondeur business et un cofondatrice ou une cofondeur technique. Et là, il manquait quelqu'un. Enfin, il y avait effectivement ton associé qui était plus produit que toi. Toi, tu prenais la casquette de CEO. Mais il nous manquait quelqu'un vraiment de technique pour un business, hein, qui l'est vraiment. Très technique. Donc, très rapidement, on a eu un 3e associé. Donc, il y a eu au moins 3 associés fondateurs. Exactement. D'accord. Donc, les erreurs, effectivement, de partir à 3. Je pense que ce que j'ai pu faire avant, où j'ai monté des boîtes d'ingénieurs, de sous-estimer l'importance du marketing, l'importance de la hype aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel eFounders, vous étiez vraiment très fort. L'importance du design. Donc vraiment de sortir un produit fini qui, même quand on regarde le site, on se dit « Waouh, c'est probablement de bonne qualité, ça ». C'est quelque chose qui est très important. Qu'il est toujours aujourd'hui, hein, qu'il est toujours marque de fabrique de Swan. Ouais, bien sûr. Ça a beau être un produit très B2B, finalement. Ouais. Même, les consommateurs, donc les clients finaux, ils sont confrontés aujourd'hui ou On est souvent marque grise. Des fois, on apparaît en tout petit, un petit peu comme Intel Inside. Je ne sais pas si tu te rappelles. Très longtemps. Donc, mais pas trop. L'idée, c'est de disparaître derrière la marque de nos clients. Donc, une chose que tu as compris, c'était que c'est important de créer, d'une part, un beau produit, mais qu'il faut aussi
Exactement. Marketé. Le bon produit. Stripe, par exemple. Stripe, c'est un bon produit, mais avant tout, quand même, s'ils vendaient juste une solution pour être payé, il y avait déjà des solutions pour être payé pour des marchands. C'est une boîte qui a été complètement surmarketée. Et vraiment, enfin, il y avait un très très bon produit derrière. Mais je savais faire un bon produit. Et le fait de le surmarketer, en fait, ça explique en partie le succès de Stripe. On allait sur Hacker News à l'époque, un article sur 4, c'était Stripe. Comment ça s'est matérialisé, cette envie de devoir faire du beau, de marketer, d'embellir la mariée? Ça s'est concrétisé comment pour un Swan qui est d'abord un produit, qui est d'abord une API? Ouais. Déjà, le fait de partir avec eFounder, sur lequel il y avait un petit peu de hype à l'époque. Donc le choix de partir avec eFounder, déjà, c'était une première étape. C'était un premier choix. De passer beaucoup de temps sur le design du site. Et enfin, la marque Swan, déjà. La marque Swan, ouais, c'était... on n'a toujours pas eu de problème, parce que, évidemment, quand on commence avec un nom si générique, Swan, pour ceux qui ne savent pas, c'est signe en anglais. C'est une marque qui a été utilisée dans pas mal de pour pas mal de sujets, pour pas mal de produits. Il y avait un risque énorme au niveau propriété intellectuelle au départ, puis on s'est quand même lancé, malgré tout. Aujourd'hui, ça va? Ça va, écoute. On va pouvoir continuer à s'appeler. Oui, on a malheureusement raté le swan.com que j'aurais pu acheter pour 1,8 million en 2021 et qui est parti chez des Américains. C'est cher, 1,8 million quand même. C'était à la fois très cher et surtout à l'époque, on n'avait vraiment pas beaucoup de sous, mais on aurait dû quand même, je pense, se faire attention à nous, les gens du produit, de la tech, on a un peu une obsession sur les noms de domaine. 1,8 million, c'est un pari quand même. On l'aurait revendu. Au pire, ça aurait été un asset. Ça aurait pas été une dépense pure, tu vois. Donc, on ne regrette rien, on a économisé 1,8 million, c'est très bien. Et donc, non, l'autre point aussi, l'importance rapidement, ce que j'aimais bien chez eFounders aussi, c'est l'importance du texte, pas que du design finalement et de la marque. Et on a pris quelqu'un, Sarah Warter, une américaine qui nous a rejoint assez rapidement et qui avait cette petite touche très rigolote, très amusante et qui arrivait à nous faire parler de ce qu'on faisait de manière légère et amusante. Et c'est une touche qu'on essaie toujours de garder, alors qu'on fait un métier qui est très, très, très... Travailler sur le contenu, travailler sur le ton, travailler sur le wording très tôt. Dans l'histoire de l'aventure. Et du coup, c'est maintenant inclus dans votre ADN, dans votre culture d'entreprise. Exactement. C'est incroyable. Et donc, pardon, et tu me disais, vas-y, peut-être que tu me parlais aussi de est-ce que je vais partir, est-ce que je vais gagner plein de sous pour arrêter de travailler? Alors déjà, j'ai pas du tout envie de partir. C'est quelque chose qui est important pour moi quand tu crées. C'est aussi un autre truc que j'ai appris finalement des autres expériences et notamment de Price Minister. J'aime beaucoup Pierre Coche-Comorizet, mais dès le début, il disait on va vendre Price Minister 1 milliard de francs dans 5 ans, dans 10 ans. C'était ça son objectif, des francs. Et en fait, ça a complètement changé la trajectoire de Price Minister. Honnêtement, on aurait pu faire le Amazon européen. Mais non, en fait, il a juste fait une boîte qui a été revendue à des Japonais. C'est super. Il a vendu plus que ce qu'il avait prévu. Il a vendu plus que ce qu'il avait prévu. Comme quoi, c'est important de vidéo. Ça s'est vendu donc à Rakuten, c'est ça? Rakuten, ouais, 200 millions d'euros. Donc 1,6 milliard d'anciens francs. On va passer vraiment pour des anciens. Mais donc ouais, plus. Mais quand tu pars avec cette idée que tu vas un jour vendre ta boîte, tu crées pas un champion. Et on a besoin en Europe de créer des champions. On n'avait pas, surtout dans les années 2000, on n'avait pas cet état d'esprit de se dire waouh, je vais vraiment devenir, je vais créer Google, quoi. Je serai Chateaubriand ou rien. Tu vois, Victor Hugo, il disait. Il faut qu'on ait cette même ambition. Alors, si ça se passe mal, ouais, peut-être que tu vas la revendre, mais il faut pas partir avec l'ambition de la revendre. C'est pas évident quand t'as pas beaucoup de sous. Chez Swan pour les 10, 15, 20 prochaines années? J'espère. Si ça se trouve, je partirai pour... Il n'y a pas de boîte que tu as envie de créer? Il n'y a pas d'autres boîtes que tu as envie de créer? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent? Bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y a quoi d'autre? Raconte-nous. Ça ne veut pas dire personne t'emportera. Mais non, mais je serais ravi que quelqu'un la crée, tu vois. Alors, c'est pas du tout tech. Il y a un truc qui m'intéresse. Attention, on écoute tous. C'est une super idée. Il a eu des très bonnes intuitions, donc écoutez bien. Ça serait super que quelqu'un le crée. Écoute, moi, j'aime beaucoup McDo. Je trouve que c'est une très belle boîte qui est devenue l'équivalent du café. Tu as toutes les classes sociales qui vont au McDo. Tu as les pauvres, tu as les riches qui emmènent... et c'est là où il y a le plus de gens qui se croisent.
je suis aussi très impressionné par l'industrialisation qu'ils ont réussi à faire pour la bouffe. C'est très bien exécuté. Par contre, la bouffe est pas top, quoi. Et c'est même plutôt dégueulasse, hein, non? Ouais, mais écoute, encore une fois, tout le monde en mange. J'aime bien leurs frites, moi. Mais non, si, honnêtement, moi, je suis grand fan de Quick. Ok. Ça existe encore, Quick? Alors, moi, je vais plus chez Quick. Oui, ça existe toujours. Et d'ailleurs, ils se recyclent et ils sont en train de se réinventer. Ils sont passés à l'halal. Ok. Quick, et ils surfent sur cette période, et j'ai eu des inside information la semaine dernière, comme quoi c'était une nouvelle vie, cartonne, ils ont trouvé leur segment, et ils vont continuer à aller là-dedans. Donc, non, ça avance. Moi, je suis grand fan du Quick and Toast. Ok. Je crois que je suis le seul mec que je connais qui... Non, j'aime bien le Quick and Toast. Ah oui, bon, on est... Donc, ouais, un fast-food écolo bio, vegan, ou végétarien au moins, mais pas du tout marketé comme c'est le cas aujourd'hui. Okay. Voilà, et pas marketé, pas pour les bobos en centre-ville qui coûtent très cher, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais plutôt, avec les codes marketing de McDo, avec des cadeaux, alors pas forcément plastiques, mais même, pourquoi pas, c'est pas le sujet, pour attirer les enfants, en banlieue, avec de la bouffe amusante qu'on prend avec les doigts, je sais pas, avec des couleurs violettes, bleues, à la limite, il y a un peu de chimie, c'est pas grave. Mais en tout cas, écologiquement responsable, et puis pas mauvais pour la santé. Donc tu penses qu'il y a une opportunité pour créer quelque chose aussi grand que McDo, ouais, avec un positionnement beaucoup plus moderne, sans devoir le mettre trop en avant. C'est-à-dire que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut pas surmarketer le fait que ça soit non, ça intéresse personne, surtout à part chez les bobos de centre-ville dont je fais sûrement partie. Du burger à la viande ou un... Bah non, il y aura pas du burger à la viande. Il y aura pas de... Ça sera vegan. Ça sera vegan. Mais on le dira pas. Mais on le dira pas, c'est pas le sujet. Et ça sera très très bon, très attirant pour les enfants. Bah écoutez, si vous avez envie ou si vous êtes en train de créer une boîte et que vous avez... T'as plus d'argent aujourd'hui? T'as gagné un peu d'argent avec Swan? J'ai gagné un petit peu d'argent avec Swan. Donc ouais, j'ai un peu plus d'argent, mais c'est pas le sujet. Le but du jeu, c'est pas d'arrêter de... En fait, j'ai vu aussi des entrepreneurs arrêter de travailler après un exit. T'investis un petit peu aujourd'hui en tant que business manager? Je pense que j'ai pas assez d'argent pour investir. Et puis autant je pense pour acheter les 2/3 qui restaient de ta maison. Exactement. Donc je suis pas assez pour investir. Je pense que je suis un bon entrepreneur, mais pas du tout un bon investisseur. Petite question que j'aime bien poser. Si tu n'avais pas été entrepreneur, si tu n'avais pas suivi cette voie-là, tu serais quoi aujourd'hui? Tu vois, on parle de culture et de... Moi, je pense que je suis très bon pour simplifier les choses, pour expliquer les choses. Et j'adore ça. Et je pense que j'aurais été prof de maths. Je t'aurais bien vu prof de maths. Et j'ai caressé plusieurs fois l'idée d'arrêter pour être prof de maths. Prof de maths au collège. Tu vas être prof de... T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 49 ans, presque 50. C'est peut-être une nouvelle vie qui s'offre à toi. Non, en fait, maintenant, je crois que j'ai admis mon métier, ce que je sais faire, c'est d'être CEO, c'est d'être entrepreneur. J'aime mon métier. Je pense que j'apporte une valeur à la société en le faisant. J'aime faire des aventures, j'aime partir avec des gens. Donc ça restera toujours mon métier. Et j'espère que ça sera chez Swan le plus longtemps possible. C'est quoi ta zone de talent aujourd'hui chez Swan? Je trouve qu'avec le temps, avec l'âge, l'idée, si on est capable et si on a le loisir de pouvoir le faire, on essaye de restreindre ses activités à la zone de talent, hein, sa zone de talent, sa zone de génie. C'est cette zone dans laquelle pour lesquelles on est très bon, duquel du coup on touche beaucoup de reconnaissance par les autres et qui nous prend peu ou pas d'énergie. C'est quoi aujourd'hui cette zone de talent? Est-ce que tu l'as identifié déjà? Ouais, je pense. Alors, c'est pas le management, c'est pas ça, c'est product strategy. Donc vraiment savoir c'est quoi qu'on doit faire chez Swan, c'est quoi le prochain move, dans quel pays on doit aller, qu'est-ce qu'on doit proposer comme nouveau service. Naturellement, je suis plutôt bon pour ça. J'arrive à comprendre ce qui se passe sur le marché, j'arrive à simplifier encore une fois ce que me proposent mes ingénieurs ou les personnes du produit, et j'arrive à bien diriger quel est le prochain move qu'on doit faire. Je suis plutôt bon pour ça. Et tu fais ça, ces moments qui t'excitent, qui t'enthousiasment, tu les fais, c'est des moments en équipe, devant un tableau blanc, ça se passe comment? Les moments de ta semaine que tu apprécies le plus? C'est marrant que je parle de tableau blanc. Je suis pas très bon à réfléchir seul. J'ai besoin, c'est comme si on me demandait d'aller jouer au tennis tout seul. Non, moi j'ai besoin d'un mur.
Où j'ai besoin qu'on me renvoie la balle. Donc non, c'est devant un tableau blanc avec. Alors tu peux jouer avec un mur Ouais. tennis tout seul. Hein, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment drôle. Donc Moi, 90% du temps, c'est avec et ça peut être avec Nicolas Saison, mais ça peut être avec un développeur, ça peut être avec un commercial, ça peut être avec un client, ça peut être aller voir un client pour comprendre, même le client d'un client pour comprendre c'est quoi son problème. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Pourquoi il utilise tel terminal de paiement plutôt que tel autre? C'est ces moments-là vraiment où je suis en train de parler aux gens et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Après, le matin, je me lève très tôt, moi. Je me lève vers 5h30, 6h. J'allais dire, on a beaucoup de choses en commun, mais alors là, pas du tout. Ça s'arrête là, du coup. Moi, je suis plutôt quelqu'un du soir que du matin. Et donc, le matin, je me lève et c'est mon moment, en fait, où j'arrive peut-être un petit peu à synthétiser toutes les idées, à mettre mes idées sur papier. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais encore et que tu aimerais bien moins faire? Je m'occupe encore des investisseurs. Je vous aime bien, mais je... Mais qui nous écoute. Tu en as combien d'investisseurs? J'en ai beaucoup. On en a 5 autour de la table, vous en comptant finalement eFounders. Je vais moins le faire. Tu parles des investisseurs institutionnels, les VC, pas forcément des business angels avec qui tu n'es pas en contact. Oui, évidemment, oui. Vous avez beaucoup de business angels? On a beaucoup de business angels. On a essayé de faire rentrer plein de gens qui ont probablement ou qui vont, j'espère, gagner pas mal d'argent avec Swan. Voilà, c'est surtout tout ce qui est administratif, tout ce qui est rapport avec les investisseurs, c'est pas ton dada. Ou même tout ce qui est et c'est vraiment un talent, tout ce qui est mise en mouvement de la boîte, tout ce qui est objectif, OKRs. Je me rends compte, c'est des choses que j'admire chez les gens qui savent faire ça. Il faut un vrai talent pour emmener 200 personnes. C'est quelque chose de très compliqué. Et les gens qui savent le faire, je suis qui on leur laissé. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. S'ils savent bien le faire et en plus, si ça leur fait plaisir, autant qu'ils le fassent. Chacun son truc. Exactement. Et Swan, c'est quoi pour toi dans quelques années? C'est dans 4, 5 ans? Donc, ton objectif, c'est pas de vendre? Non. Ça pourrait arriver, hein. Ça pourrait arriver. Il s'avère qu'en Europe, il y a souvent des tentations de se faire racheter par des plus grandes entreprises qui viennent parfois d'ailleurs et souvent des États-Unis. Mais c'est pas, j'imagine, c'est pas l'idée voulue. Ce serait quoi du coup? Comment on fait grandir une boîte en Europe aujourd'hui? Écoute, déjà, on a la chance d'avoir un marché en face de nous qu'on voit être pas infini, mais vraiment très, 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 très grand. On a la chance d'être le leader aujourd'hui sur notre marché. Et donc, moi, je pense qu'on va devenir une banque. On va devenir la banque tech. Une banque en Europe avec un canal de distribution un peu différent. D'accord. Vous voulez pas être un concurrent de Conto ou de Revolut? On sera toujours avec ce canal de distribution indirect. Donc, ça sera toujours une banque revendue par des applications tierces. Ouais, exactement. D'accord. Et on veut devenir très grand, très gros. Et on pense que si on le fait pas, c'est d'autres, peut-être des Américains qui le feront. Et donc on pense que l'Europe mérite un acteur européen pour le faire. Et vous avez pas mal d'investisseurs qui sont rentrés dans votre capital. Vous avez levé beaucoup d'argent. Ces investisseurs vont avoir besoin de liquidité, donc de retrouver leur argent. C'est quand les investisseurs institutionnels rentrent dans une entreprise, c'est pour 4, 5, 6, 7 ans. Comment tu vas leur offrir cette liquidité? Alors déjà, on a choisi des investisseurs long terme. C'était un point qui était très important. On leur disait, les gars, nous, on n'est pas là pour revendre Swan. Et finalement, ça plaisait beaucoup à ces quelques investisseurs qui sont rentrés chez nous. Il y a d'autres moyens de sortir. Tu peux faire une IPO, tu peux rentrer en bourse. C'est une façon de faire sortir. Ça sera forcément en Europe, nous, parce qu'on vend essentiellement à des clients. Il faut que nos clients peuvent être uniquement européens. Donc oui, ça sera en Europe, si jamais on fait ça. Ça sera une belle chose, parce qu'il manque beaucoup de sociétés qui sont prêtes à se rendre publiques sur le marché européen. Exactement. Il y en a quand même quelques-unes, mais pas beaucoup. Et sinon, peut-être qu'un fonds de private equity reprendra les parts de nos investisseurs. C'est quelque chose. Pour assurer la prochaine étape. En fait, c'est pas très. Si jamais tu as une boîte qui cartonne, ces sujets-là sont pas très importants. Oui, ça vient naturellement. Ouais. Bon, mais écoute, Nicolas, je vous souhaite beaucoup de longues années. C'était un vraiment énorme plaisir de t'avoir ici. Merci à toi. Merci Thibaut. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.